Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. La dialectique des armes se poursuit dans l'Est congolais. Les rebelles du M23 s'affrontent aux forces régulières, notamment dans le territoire de Rutshuru. Notre correspondant dans la zone fera le point. Au Nigeria, Abdoulaye Adamou prend les rênes du parti au pouvoir. Soutenu par le président Muhammadu Buhari, il a été porté à la tête de l'APC par des milliers de partisans, alors que les regards se tournent vers la présidentielle de 2023. Plus de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions, c'est ce qu'exigent les magistrats qui poursuivent leur mouvement de grève au Tchad. Malgré leur statut particulier, ils sont de plus en plus pris pour cible par les forces de l'ordre. Nous parlerons évidemment des Oscars, la cérémonie de clôture en apothéose avec l'attribution de l'Oscar du meilleur film à Coda, un film qui célèbre la représentation des sourds, nous dira notre envoyé spécial, Dili Diko. Allons donc tout de suite en République démocratique du Congo où plusieurs populations fuient leurs habitations dans la région de Rutshuru suite au combat qui oppose depuis hier l'armée au mouvement rebelle M23. Les forces armées de RDC accusent notamment le Rwanda de venir en aide aux rebelles. Voyons cela avec notre correspondant sur place, Zanen Zeti. La situation est tendue depuis tôt le matin à Bunagana dans les groupements des Djomba. Sur les routes, les habitants, pris de panique, se dirigeaient vers l'Ouganda après avoir attendu les détonations d'armes lourdes et légères au sud du centre de Bunagana depuis l'aube. J'ai commencé à attendre les détonations à 3 heures du matin. J'ai perçu des explosions un peu loin de là où j'habite. Mais quand je me suis réveillé, nous attendions comme si les tirs s'approchaient de nous. C'est pourquoi nous pensons qu'il est sage de quitter les villages et nous nous dirigeons vers l'Ouganda. Selon les sources sur place, les attaques ont commencé vers 1h du matin dans les collines de Runyoni et de Tchanzu. Runyoni se trouve à environ 14 km du centre de Bunagana. La société civile demande aux autorités de mettre fin aux menaces de ces groupes rebelles car les habitants de la région sont fatigués d'assister à ces attaques répétées. Cette situation se répète à chaque instant. Cela ne fait pas 2 mois que nous avons vu cette situation. On rapporte des attaques fréquentes dans les collines qui sont menées par des rebelles contre l'armée. Nous demandons à notre gouvernement de mettre fin à cette situation. S'il y a des accords signés entre ces deux parties, nous demandons qu'ils soient respectés, car la population est fatiguée de se déplacer tous les jours. Les autorités n'ont pas souhaité commenter cette énième attaque, mais les rebelles du M23 ont annoncé dans la soirée qu'ils avaient déjà occupé les centres de Tchenguerero, l'un des principaux centres du groupement des Djomba dans le même territoire de Rutshuru. Zanem Netizaïdi pour VOA Afrique. Direction le Tchad où les magistrats sont entrés dans leur 2e semaine de grève. Ils ont été régulièrement pris pour cible par des agents de défense et de sécurité malgré leur statut. Et ils sont donc en grève dans les juridictions du pays. Aucune rencontre n'est pour l'instant envisagée avec le gouvernement. Voyons cela dans ce reportage en Djamena de André Kodmadjinga, notre correspondant. Pendant que les magistrats observent un arrêt de travail dans toutes les juridictions du pays pour protester contre l'agression dont ils font l'objet quotidiennement, d'autres cas d'agression se font signaler à l'intérieur du pays entre dimanche et lundi par les éléments de la commission de désarmement mise en place par le gouvernement. Hier encore, un de nos collègues, le procureur de la République de Kélo, a été brutalisé, ainsi que le juge d'instruction qui s'est trouvé sur le lieu également.
ces événements-là ne sont pas le fait du hasard. Quand je vous parle d'hier, que le procureur a été violenté, ainsi que le juge d'instruction, ce matin, le juge de Gorée, qui se trouvait en déplacement à Mondou, a vu son arme arrachée, malgré qu'il ait donc présenté sa carte de magistrat. Bokoro, le juge de Bokoro également, est pratiquement même, présentement, il est à côté des militaires en train de chercher à réclamer son arme que la commission de fouille a arrachée entre ses mains. Nous créons d'autres actes plus graves que ceux que nous avons jusqu'à là enregistrés. Dans la mesure où les magistrats ne vont pas se laisser faire, il y aurait éventuellement des meurtres, des cas d'assassinat. Ça, je vous le préviens. Et l'État seul est responsable. Pour les défenseurs des droits humains, la grève des magistrats donne l'occasion aux agents de la police et aux gendarmes de bafouer le droit élémentaire des citoyens en conflit avec la loi. Ils arrêtent les gens, ils ne respectent pas la procédure. Le délai de garde à vue n'est pas respecté. Vraiment, nous interpellons le gouvernement pour qu'il trouve des solutions dans les meilleures conditions, dans les meilleurs délais. Il faut que les agresseurs soient appréhendés, jugés et qu'ils puissent répondre de leurs actes. Les responsables des deux syndicats des magistrats du Tchad déplorent qu'après 2 semaines de débrayage, ils n'ont pas été formellement contactés par le gouvernement. Ils entendent maintenir la grève jusqu'à satisfaction totale de leurs revendications. André Kodoumadjingar pour VOA Afrique, N'Djamena. Le dialogue de réconciliation nationale en Centrafrique a atteint son objectif. C'est ce qu'a assuré dimanche le président Faustin Archange Touadéra à la clôture de ses assises. J'ai utilisé le dialogue comme seule voie de la paix et de la réconciliation nationale, a déclaré le président Touadéra devant environ 700 participants. Cette semaine de discussion, boycottée par l'opposition, s'est tenue parfois dans des conditions houleuses, notamment lorsque des représentants de la société civile ont menacé de se retirer quand une modification de la Constitution pour permettre au chef de l'État de se présenter à un 3e mandat a été évoquée avant d'être finalement retirée. Le président du dialogue, Richard Filkota, a annoncé que 600 recommandations avaient été formulées. Parlons maintenant des sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Dont de nombreux citoyens des pays voisins s'insurgent contre ces mesures. C'est ainsi qu'un petit groupe d'activistes a quitté Dakar, la capitale sénégalaise, le 16 février, avec pour objectif de rallier Bamako à l'issue d'une marche de 1300 km. 40 jours plus tard, ils sont arrivés à Bamako où ils ont été accueillis en grande pompe par les Bamakois tout au long des rues. Donc, suivons cela dans cet élément de Mokhtar Bari. Ils sont arrivés ce dimanche 27 mars dans la capitale malienne après exactement 40 jours de marche. Après le départ le 16 février devant l'ambassade du Mali à Dakar, les 18 marcheurs sénégalais ont été rejoints par 6 Maliens à la frontière dans la ville de Diboli. Ce dimanche, la distance entre Kati et Bamako était jalonnée de bateaux, saluant les marcheurs. Des marcheurs qui s'inspirent de Cheikh Anta Diop, un fervent panafricaniste. On sent que la jeunesse panafricaine aujourd'hui, dans sa globalité, c'est en train de se manifester pour soutenir le Mali. Donc on les demande de bien serrer les rangs, de ne pas lâcher une seule fois, parce que nous sommes proches de la victoire. Et cette fois-ci, nous sommes déterminés à acquérir la victoire et nous allons l'acquérir. Ils sont de plusieurs nationalités, ou pour emprunter leur jargon, ils sont africains, originaires des régions du Congo, du Mali, du Niger, du Sénégal ou du Togo. C'est en héros qu'ils sont accueillis à Bamako. Ce qu'ils ont fait là, c'est ce que les dirigeants devant l'indépendance avaient promis. L'unité africaine, le panafricanisme. Vous voyez que nous avons le même drapeau. Vous voyez que nous avons le même peuple une fois, la même devise. Donc c'est deux peuples. Nous remercions ces jeunes-là. Nous les remercions. Et vive le panafricanisme. Dans un esprit de solidarité panafricaine et de solidarité militante, il était question pour nous qui sommes acteurs de venir soutenir, saluer et accompagner l'initiative de nos frères
sénégalais. Nous devons être là depuis, compte tenu de certaines contraintes. Nous sommes venus en retard, mais nous avons pu rencontrer les frères à Kati et nous avons pris la marche ensemble pour venir à l'étape finale qui est Bamako. Les marcheurs ont été reçus par les autorités de la commune 3 du district de Bamako avant un autre rendez-vous encore plus important, ce mardi 29 mars. Rappelons que l'objectif de cette marche était de dénoncer l'embargo décrété par la CEDEAO contre le Mali suite au non-respect du délai de la transition. Mokhtar Bari pour VOA Afrique, Bamako. Le parti au pouvoir au Nigeria a nommé un nouveau président lors d'une convention nationale censée mettre fin au conflit intestin alors qu'il se prépare à sélectionner un candidat pour remplacer le président Muhammadu Buhari lors des élections de 2023. Les détails avec Ginny Kapumbu-Villa. Le All Progressive Congress, APC, a désigné à la tête du parti Abdoulaye Adamou, un sénateur qui avait le soutien de M. Buhari, selon le comité électoral de l'APC. Cette nouvelle nomination est censée permettre de venir à bout des luttes internes avant les élections de 2023 dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Nous devons renouveler notre foi en notre parti et en ses dirigeants à tous les niveaux afin d'annoncer une nouvelle ère. Nous devons nous engager à résoudre notre crise dans les limites de la constitution de notre parti. Nous devons résister à la tentation de transformer chaque désaccord personnel mineur en une crise majeure du parti. La convention de l'APC est la dernière étape avant les primaires qui se tiendront plus tard cette année pour désigner un candidat à la présidence. Le chef de l'État Muhammadu Buhari, élu en 2015 et en 2019, quittera le pouvoir après 2 mandats. Nous acceptons le mandat que vous avez placé sur nos épaules et nous travaillerons dur pour nous assurer que nous répondons à vos attentes pour le plus grand bien de notre grand parti et de notre très cher et grand pays. Des milliers de partisans et de délégués se sont rassemblés tard dans la nuit de samedi dans un stade de la capitale Abuja pour ce consensus qui avait suscité d'intenses tractations ces dernières semaines. Buhari, qui a passé des semaines à négocier en faveur d'une position consensuelle, se retire avec un bilan très critiqué, notamment sur le thème de la corruption. Plusieurs candidats à la présidence se sont déjà déclarés, notamment l'ancien gouverneur de l'État de Lagos et l'homme fort de l'APC, Bola Tinubu, et l'ancien vice-président Atiku Abubakar. Les bombardements russes se poursuivent dans toute l'Ukraine malgré l'annonce par le Kremlin de nouveaux plans de bataille axés sur la région orientale. Les autorités ukrainiennes disent qu'elles s'inquiètent d'une aggravation de la situation dans le port assiégé de Mariupol et de nouveaux combats autour de Kiev à la veille de pourparlers entre négociateurs russes et ukrainiens à Istanbul. Le point avec Yacouba Ouedraogo. Une salve de missiles de croisière calibre lancée depuis la mer Noire dans le sud de l'Ukraine. L'armée russe poursuit ses efforts pour s'emparer de la ville martyre de Mariupol dans l'est de l'Ukraine au 33e jour de son offensive. Dans le Donbass, l'armée ukrainienne affirme avoir repoussé 5 attaques et détruit 2 chars dans les régions de Donetsk et de Lugansk. Les combats continuent autour de Kiev. À Irpin, proche de la capitale, le maire annonce la libération de sa ville qui était occupée par des troupes russes. Nous avons de bonnes nouvelles aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons libéré Irpin. Maintenant, nous effectuons une opération de nettoyage. Il n'est pas encore possible de retourner à Irpin. Ce n'est pas encore sûr. Nous consolidons nos nouvelles positions. Nous allons ensuite nous déplacer pour libérer Boucha, Hostomel et Vorzel. Plus au sud, les forces russes continuent à faire des progrès lents mais sûrs à Mariupol, ville assiégée depuis fin février, constate ce lundi le centre d'analyse américain Institute for the Study of War. Cette invasion de l'Ukraine par la Russie a été au centre d'un discours prononcé samedi par le président Joe Biden dans la capitale polonaise, Varsovie.
L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie, car les peuples libres refusent de vivre dans un monde de désespoir et de ténèbres. Nous aurons un avenir différent, un avenir meilleur, enraciné dans la démocratie et les principes, l'espoir et la lumière de la décence et la dignité de la liberté et des espérances. Pour l'amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir. La Maison-Blanche a ensuite clarifié ses commentaires du président Biden, disant qu'il ne préconisait pas un changement de régime à Moscou. Le président Emmanuel Macron estime qu'il ne faut pas être dans l'escalade ni des mots ni des actions. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que son gouvernement étudie en profondeur la question de la neutralité de l'Ukraine, un des points centraux dans les négociations avec la Russie pour arrêter le conflit. Ces négociations reprennent mardi à Istanbul, en Turquie, où sont arrivés des négociateurs russes. Un nouveau chapitre de négociation nous attend car nous voulons la paix, vraiment sans délai. Comme j'en ai été informé, il y a l'opportunité et la nécessité pour une rencontre en face à face déjà en Turquie. Ce n'est pas mal, nous verrons quel sera le résultat. Le chef de la diplomatie russe a jugé qu'une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky serait pour l'heure contre-productive et l'a conditionné à l'adoption des exigences de Moscou dans les négociations. Il a dit qu'il ne refuserait jamais une rencontre avec le président Zelensky. La seule chose qu'il juge fondamentalement importante, c'est que ces rencontres soient bien préparées. Un peu plus de 40 000 réfugiés ont fui l'Ukraine ces dernières 24 heures, portant le total de personnes qui essayent d'échapper au combat à près de 3,9 millions, selon le décompte de l'ONU. Également dans l'actualité ce soir, le secrétaire d'État Anthony Blinken et ses homologues d'Israël et de 4 pays arabes ont conclu ce lundi une rencontre inédite sur le sol israélien visant à renforcer leur coopération. L'État hébreu parle d'un message fort à l'Iran, considéré comme un ennemi commun. Lors d'une conférence de presse commune, Israël a exprimé principalement ses craintes d'un possible retour à un accord de 2015 encadrant le programme nucléaire de l'Iran auquel il s'oppose. Les représentants des pays arabes et des États-Unis ont, eux, insisté sur l'importance de renforcer la coopération multilatérale et de résoudre le conflit israélo-palestinien. Les chefs de la diplomatie des 6 pays ont donc par ailleurs tous condamné l'attaque du groupe djihadiste État islamique dimanche à Edera, dans le nord du pays, attaque dans laquelle 2 policiers, dont un franco-israélien, ont été tués. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs. L'information vous revient dans un instant. Nous parlerons notamment des Oscars avec Dili Diko, notre envoyé spécial à Los Angeles. Mbote Ndeko Eli Sango, Mbote Nabino Banso, Mozali Kolanda, Saona Lingala, dans la voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sango Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 à universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de La Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie de votre journal. Nous émettons donc en direct de Washington DC. La 94e cérémonie des Oscars s'est tenue hier au Dolby Theatre dans le célèbre quartier de Hollywood, en Californie. Des surprises, des consécrations et même une altercation. La soirée n'a certainement pas manqué de moments forts.
Rendons-nous tout de suite donc à Los Angeles où se trouve Dili Diko qui a couvert pour nous cette cérémonie des Oscars. Bonsoir Dili. Bonsoir John. Alors merci d'être là. Dili Diko, vous étiez donc à la cérémonie des Oscars hier soir. Parlez-nous un peu de cette expérience et surtout de l'ambiance qui y règne. C'était une expérience très intéressante et j'ai passé en fait toute la journée à la cérémonie des Oscars, pas seulement la soirée. Donc je suis arrivée très tôt dans la matinée pour pouvoir tout simplement profiter un peu du tapis rouge et pouvoir prendre quelques vidéos et quelques photos sur le tapis rouge. Et parce que les journalistes n'avaient l'autorisation que de rester jusqu'à midi sur le tapis rouge. Donc c'était une journée en deux temps. Une première partie sur le tapis rouge et après dans la press room, donc la salle de conférence dédiée aux journalistes. Donc la majeure partie de la cérémonie, je l'ai passée dans cette salle-là. Et nous avons aussi vu plusieurs vainqueurs, enfin plusieurs personnes qui ont reçu un Oscar, qui sont venus pour s'exprimer sur leur victoire. Et donc voilà, donc c'était vraiment une soirée riche en émotions. Et par rapport à l'ambiance, en fait, l'ambiance était festive dès le tapis rouge, bien avant l'arrivée des célébrités. Et après, on l'a vu dans le show, juste avant le show spécial dédié aux Oscars, qui commence avant la cérémonie, que les célébrités étaient toutes d'excellente humeur. Et tout le monde était content, en fait, de pouvoir revenir au Dolby Theatre après une absence à cause de la pandémie. Et donc, ambiance festive, mais après, pendant la cérémonie, il y a eu un peu de tension pendant la cérémonie lorsque Will Smith s'est empressé sur le podium pour gifler Chris Rock. Et donc, tout le monde était étonné, personne ne savait ce qui se passait. Et on a même cru que c'était scripté et que... voilà. Et donc, petit à petit, en voyant les réactions de Will Smith, on a compris que c'était sérieux. Et en fait, il s'est avéré que l'acteur n'était pas content parce que Chris Rock a fait une blague sur l'apparence de sa femme, sur l'apparence de Jada Pinkett, qui perd en fait ses cheveux en ce moment, d'où la réaction de Will Smith. Mais après, les trois animatrices de la soirée ont essayé de détendre l'atmosphère autant que possible, avec des blagues, et donc voilà, l'ambiance est redevenue chaleureuse. Alors, Dili, une gifle de Will Smith qui a un peu obstrué son Oscar. On a aussi vu vos belles photos sur votre compte Instagram, donc photos sur le tapis rouge. Dili, il y a trois résultats importants à retenir de cette 94e édition. Meilleur film pour Coda, meilleur acteur pour Will Smith, bien sûr, meilleure actrice pour Jessica Chastain. Votre commentaire? Alors justement, comme vous l'avez dit, il faut quand même se rappeler de la soirée qu'à la fin de la soirée, Will Smith a reçu le prix du meilleur acteur. Donc il a remporté son premier Oscar et c'est quand même quelque chose, sachant que cela fait 30 ans qu'il est dans l'industrie du cinéma et qu'il a reçu sa première nomination pour un Oscar il y a 20 ans et que hier, c'était la première fois qu'il en recevait un. Donc il faudrait quand même pas que le drame autour éclipse les résultats des Oscars. Et donc l'autre résultat intéressant du côté des femmes, comme vous l'avez dit, c'est Jessica Chastain qui a obtenu un Oscar pour un film en fait dont elle avait acheté les droits il y a 10 ans. Donc ça lui a pris 10 ans en fait de produire ce film dans lequel elle joue elle-même, donc elle a reçu un Oscar pour ce film-là. Et enfin, la soirée s'est conclue sur une très belle note parce que Coda, le film sur une famille de malentendants, a reçu le prix du meilleur film de l'année. Et donc je vous propose en fait d'en apprendre plus sur les différents films qui ont marqué cette 94e édition des Oscars dans ce reportage de Penelope Poulou que j'ai repris pour vous.
Un combat de David contre Goliath, le film Coda, une histoire déchirante qui n'a obtenu que 3 nominations aux Oscars, a battu les favoris de l'Académie dans la catégorie du meilleur film. Pendant ce temps, le drame psychologique The Power of the Dog, qui semblait favori avec 12 nominations aux Oscars, a remporté un Oscar pour le meilleur réalisateur. Coda, un long métrage sur la vie des sourds, a conquis le cœur du public et a permis de le sensibiliser à cette culture. Le film est centré sur Ruby, une jeune fille de 17 ans qui aide sa famille sourde à communiquer avec le monde des entendants et à maintenir l'entreprise familiale à flot. Ruby adore chanter et rêve d'aller à l'université pour étudier la musique. Son rêve semble entrer en conflit avec son amour et son devoir envers sa famille. Coda a suscité l'intérêt des électeurs de l'Académie en tant que long métrage marquant sur la représentation des sourds. En outre, pour la première fois depuis 1986, lorsque l'actrice sourde Marlee Matlin a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Children of a Lesser God, sa co-star dans Coda, Troy Kotsur, a remporté l'Oscar dans la catégorie des seconds rôles. C'est le deuxième acteur sourd à remporter un Oscar. Lors de son discours d'acceptation, il a salué ce moment comme représentant un prix décerné à tous les membres de la communauté des sourds. La réalisatrice et scénariste de Coda, Sian Heder, a remporté l'Oscar du meilleur scénario adapté. Jane Campion a remporté l'Oscar du meilleur réalisateur pour son film The Power of the Dog. La cinéaste néo-zélandaise est la 3e réalisatrice à remporter un Oscar après Chloé Zhao et Catherine Bigelow. Will Smith a reçu son premier Oscar dans la catégorie du meilleur acteur pour sa performance dans le drame sportif King Richard, dans le rôle du tenace Richard Williams, le père et entraîneur de tennis des emblématiques Venus et Serena Williams. Dans son discours d'acceptation, Smith, en larmes, a qualifié Richard Williams de défenseur acharné de sa famille. Will Smith est apparu clairement ébranlé après son altercation avec l'animateur Chris Rock lorsque ce dernier a fait référence à sa femme Jada Pinkett Smith dans une mauvaise blague. Will Smith a présenté des excuses à l'Académie et aux nominés, mais pas à Chris Rock. Jessica Chastain a reçu son premier Oscar dans la catégorie de la meilleure actrice pour son interprétation de l'évangéliste américaine Tammy Faye Baker dans le film dramatique The Eyes of Tammy Faye. Chastain a également produit le film. Autre première, Ariana DeBose a remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa performance dans le film West Side Story de Steven Spielberg. Elle est la première homosexuelle de couleur à remporter un Oscar d'interprétation. Elle est également la 2e latina à remporter un Oscar. La première était Rita Moreno qui a remporté un Oscar pour le même rôle d'Anita il y a 60 ans dans la version originale de West Side Story. Encanto de Disney est le premier film d'animation célébrant des personnages latinos à remporter un Oscar. Le film comporte des chansons écrites par Lin-Manuel Miranda. Le film de science-fiction épique Dune de Denis Villeneuve a remporté 6 Oscars pour la meilleure photographie par Greg Fraser, les effets visuels, le son, le montage du film, la conception de la production et la musique originale par Hans Zimmer. Belfast, une histoire réconfortante du cinéaste Kenneth Branagh sur la découverte de la joie au milieu de la violence pendant la période des troubles à Belfast, en Irlande, a remporté l'Oscar dans la catégorie du meilleur scénario original. L'Oscar de la meilleure chanson a été attribué à Billie Eilish pour le film de James Bond No Time to Die, une récompense appropriée puisque la 94e cérémonie des Oscars célébrait le 60e anniversaire de James Bond. Dilidico, merci. Ça doit être une expérience inoubliable pour vous. On vous retrouve à New York ou à Washington, D.C. Voilà, et c'est avec ces mots qu'on se dit au revoir pour cette édition du Monde aujourd'hui réalisée dans des conditions particulières. Restez fidèles au programme de VOA Afrique. Excellente soirée à toutes et à tous. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer.
Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité.